Bonjour et bienvenue à notre émission de l'érable en bref. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous aborderons 3 sujets. Pour commencer, nous avons discuté avec Belinda Drolet, conseillère municipale de Plessisville, au sujet d'une nouvelle piste cyclable afin de sécuriser le boulevard des Sucreries. Ces travaux seront réalisés à la suite des demandes constantes des citoyens d'offrir aux enfants, aux piétons et aux cyclistes la sécurité nécessaire pour circuler dans ces secteurs de la ville où passe un grand nombre de voitures. Les 10 projets seront financés par l'intermédiaire du TAPU, un programme découlant du plan pour une économie verte 2030. Ce dernier vise à inciter la population québécoise à privilégier les transports actifs, tels que la bicyclette et la marche. Comme deuxième sujet, on va connaître de nouveaux partenariats stratégiques de la Chambre de commerce et d'industrie de Bois-Franc et de l'érable. Cela permet en même temps de stimuler l'économie locale et renforcer les collaborations. Et pour terminer, nous recevons dans notre studio le nouveau directeur de l'organisation Au Rivage, Anthony Pelletier. Au Rivage travaille à prévenir toutes sortes de dépendances et fait la promotion de ses habitudes de vie dans la MRC de l'érable. Selon Pelletier, le plus grand défi à travailler sera d'obtenir plus de visibilité dans la région. Bienvenue. Belinda, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci de l'invitation. Bon, il y a une nouveauté par rapport au développement des transports actifs ici à la ville de Plessisville. De quoi il s'agit? Oui, effectivement, on a un super de beau projet qui s'en vient pour aménager le boulevard des Sucreries, pour augmenter la sécurité, dans le fond, sur le boulevard des Sucreries. Donc, on va ajouter d'un côté du boulevard, ça va être un trottoir pour le transport actif, pour les piétons et tout ça. Et de l'autre côté, ça va être une piste cyclable. Donc, ça va être plus facile pour les gens qui circulent sur ce boulevard-là de se rendre sécuritairement, justement, à leur endroit et de pouvoir faire du transport actif. Et comment est née l'idée, Belinda? Parce que je sais qu'il y a encore une problématique. Comment est née l'idée de faire ce projet? Oui, ce beau projet-là, ça a commencé avec vraiment des citoyens qui se connaissaient puis qui ont voulu, qui étaient interpellés par la cause de la sécurité, justement, aux abords de l'école Notre-Dame. Nos enfants, pour la plupart, allaient à pied à l'école ou en vélo. Et c'était vraiment pas sécuritaire pour eux de se rendre à l'école, vu la grande achalandage, vu les autos qui passaient rapidement sur le boulevard des Sucreries. Le boulevard est très, très large. Donc, on s'est rassemblés plusieurs parents ensemble et on a commencé à vouloir discuter justement avec les élus à ce moment-là pour trouver une solution pour aider le boulevard des Sucreries pour qu'il soit plus sécuritaire pour nos enfants. Donc, l'idée a commencé comme ça. Ça a pris énormément de temps et d'énergie, mais suite à ça, la discussion a continué. Et récemment, là, justement, on a repris ça. Le dossier a toujours continué de bouger, mais là, actuellement, on est super contents de pouvoir voir le jour avec ce beau projet-là du boulevard des Sucreries qui va amener encore plus de possibilités puisqu'il va y avoir un trottoir d'un côté et une piste cyclable de l'autre. Parce qu'on le sait, le boulevard des Sucreries, c'est un boulevard qui est très achalandé au niveau piéton, au niveau de la mobilité active. C'est un beau secteur, justement, près d'une école. Et aussi, ça nous amène... Il y a beaucoup de gens qui marchent pour se rendre jusqu'au carrefour de l'érable. Donc, c'est encore plus important pour nous, justement, de sécuriser cet espace-là et cet endroit-là. Et aussi, vous avez annoncé comme une aide financière pour faire ça, oui, Belinda? Oui. C'est combien d'argent et quand est-ce qu'il va commencer les projets? Oui, dans le fond, c'est ça, les gens qui travaillent au niveau de l'administration de la ville ont travaillé très fort depuis quelques temps, justement, pour trouver des subventions. On a le TAPU, dans le fond, on a réussi à avoir 460 000 environ de dollars pour nous aider dans ce projet-là, qui en vaut au total environ 900 000 dollars. Donc, c'est tout près... et même un petit peu plus que la moitié là, du projet là, qui va nous avoir été aidé par une subvention gouvernementale. Donc, on est super content de pouvoir profiter de tout ça et aider à nos citoyens en même temps. Oui, bien sûr. Et
et la date, quand est-ce que ça va commencer, bon, la construction Oui, on de a très, très hâte. Oui. La construction devrait arriver très prochainement. On espère justement que le projet va pouvoir être terminé d'ici la fin de l'été, avant le retour justement à l'école, et que les enfants du secteur vont pouvoir enfin se rendre à l'école de façon sécuritaire sur leur trottoir ou en vélo. Donc, on croit que ça devrait être très prochainement, là, d'ici les 2-3 prochaines semaines maximum, là, pour que le projet ait vraiment lieu tout l'été. Et comme vous avez dit, c'est comme un projet à l'intérieur d'un programme qui s'appelle TAPU. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du programme TAPU, de quoi il s'agit? Le programme TAPU, c'est un programme de transport actif dans le périmètre urbain. C'est ce que ça veut dire, les lettres, là, TAPU. Je vous dirais que, dans le fond, dans ce programme-là, c'est qu'on peut soumettre des idées, des projets de mobilité active. Et donc, on a soumissionné pour notre projet, puis on a réussi à avoir des sous, donc on est super contents. Oui, vous êtes toujours dans les plans de faire des projets éco-responsables pour Oui. un plan vert d'ici à 2030. Mm-hmm. Et comment est-ce que la ville de Plessisville continue à faire des choses pour avoir des ressources et des moyens pour faire ce type de projet? Oui, bien, dans le fond, c'est sûr qu'on est à un projet à la fois, là. Fait qu'en ce moment, on est sur le boulevard des Sucreries. Effectivement, que dans le passé, on a fait plusieurs actions aussi dans ce type de programme-là. Par exemple, on fait de l'autopartage avec la ville. On a travaillé justement à asphalter les corridors scolaires. Il y a eu aussi... un achat de trottinettes électriques aussi pour nos inspecteurs à l'intérieur de la ville. On a fait de l'achat de support de vélo dans chaque bâtiment pour que les gens puissent se rendre de façon active au travail. Il y a eu plusieurs choses comme ça qui ont été faites, donc je pourrais en nommer plusieurs, mais c'est vraiment dans un but d'essayer de rendre la ville dynamique, la ville de façon... de rendre le développement, la mobilité active le plus facile possible. Et est-ce qu'on peut savoir quels sont les transports actifs? Oui, dans le fond, c'est le vélo, la marche. Quand on parle de transport actif, okay. là, beaucoup, là, c'est vraiment ces deux-là qui priment. Puis on a quand même en tout cas plus de 10 km là, dans la ville au complet en corridor cyclable là, sur le territoire. Le boulevard des Sucreries va se rajoute là-dedans maintenant, mais on a environ une dizaine de kilomètres quand même, donc c'est facile pour nous d'aller partout en ville, en vélo, de façon sécuritaire. Donc, on est super contents de ça. Puis on va continuer justement dans nos futurs projets de continuer de mettre des voies réservées pour les cyclistes et tout ça, pour les gens qui veulent marcher, pour que ce soit encore plus facilitant pour eux. Donc, dans tous nos projets qu'on va continuer de mettre, ça va être vraiment une partie qui va être importante dans notre réflexion justement de futures rues ou autres, là. La mobilité active va prendre une grande place importante, là, c'est sûr, dans nos réflexions dans le futur, là. Et aussi, quel est le message que vous voudrez donner aux conducteurs de motos, mais aussi de voitures qui passent pour ce boulevard? Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants. Oui, effectivement. Donc, c'est sûr que c'est comme partout en ville, on demande la sécurité, hein, donc de ralentir énormément sur les tronçons. Donc, oui, le message qu'on aimerait envoyer aux automobilistes, c'est certain, c'est de ralentir la vitesse, comme dans tout quartier résidentiel, mais surtout aux abords d'une école, comme l'école Notre-Dame. On le sait que le boulevard des Sucreries est un boulevard qui est assez large, mais le fait d'ajouter un trottoir ainsi qu'une piste cyclable va justement amener l'effet de restreindre un petit peu la voie. Donc, ça va être justement plus incitant de ralentir, puis je demanderai une énorme prudence. C'est du 30 km/h aux abords des écoles, donc j'espère vraiment que les automobilistes vont prendre conscience de ces beaux secteurs-là, puis de faire attention à nos personnes qui marchent sur les abords des écoles et dans les rues. Parfait. Et pour terminer, j'aimerais, selon votre expérience, que vous êtes toujours dans la ville, conseillère, quelle est l'importance d'utiliser les transports actifs, au moins pendant l'été, que les gens profitent pour utiliser les vélos, les motos, pourquoi c'est important? Et on est chanceux à Plessisville, là, le centre-ville, mais tous les commerces se font de façon
facilitantes pour le transport actif. C'est facile de se rendre à pied, c'est facile de se rendre en vélo partout à Plessisville. Donc, moi, j'invite toute la population à en profiter de ça. C'est une chance qu'on a. Donc, sortez vos vélos, marchez en ville. On a des beaux espaces, justement, pour marcher. On entretient les trottoirs aussi l'hiver. Donc, on invite vraiment les gens à pouvoir utiliser encore plus le transport actif là, en ville. C'est super bon en plus pour l'environnement. On diminue les gaz à effet de serre. Donc, on fait notre part justement dans toutes ces actions-là. Parfait. Belinda, merci beaucoup pour toute l'information. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bien hâte à ce beau projet-là. Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Je me présente, je suis Jordan Guezet, je suis chargé de projet à la Chambre du commerce. Je suis dédié majoritairement au développement des affaires et à l'immigration. Donc avant qu'on commence, déjà je voulais remercier toutes les personnes présentes ici. Madame Valérie Côté, qui est propriétaire du groupe Mijuco. Madame Elisabeth Avognon, qui est directrice générale du groupe Mijuco. Madame Angie Côté, qui est la directrice de l'hôtel où on est présent aujourd'hui, donc le Quality Inn & Suites de Victoriaville. Monsieur Patrick Laroche, président de la Chambre du commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. La directrice générale de cette même chambre, Stéphanie Allard. Et vous tous ici présents, les membres du CA, l'équipe La Permanence de la Chambre et les journalistes qui se sont déplacés aujourd'hui. Je vais inviter Madame Côté à venir aujourd'hui nous parler un peu du partenariat donc, entre la Chambre et le Quality Inn de Victoriaville. Madame Côté. Alors bonjour tout le monde, bienvenue chez nous. Merci de vous être déplacés en si grand nombre pour cette annonce de notre partenariat. Le Quality Inn Victoriaville... Oui? Excuse-moi. Le Quality Inn Victoriaville, on est toujours très heureux de s'impliquer au niveau de tout ce qui se passe à Victoriaville. Et d'ailleurs, maintenant, avec les hôtels qui sont gérés par le groupe Mijuco, on offre ce partenariat à les hôtels qui sont sous la gestion du groupe Mijuco, donc le Quality Inn à Victoriaville, le Quality Suites à Drummondville, le Quality Inn & Suites à Lévis et le Comfort Inn à Rouyn-Noranda. On pense que comme ça, vraiment essayer de développer des synergies importantes avec la communauté, c'est ce qui nous rend toujours meilleurs et toujours de plus en plus forts. Alors, merci beaucoup de vous être déplacés. Je sais que vous avez fait une visite. Il reste peut-être quelques petits trucs à faire. Donc, merci beaucoup et profitez-en. Bonne journée. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui, mais surtout, merci au groupe Mijuco de nous offrir cette belle opportunité, cette belle échange, cette belle collaboration. On n'a pas vraiment l'opportunité de découvrir des emplacements comme celui-ci quand on habite Victoriaville, mais merci de nous faire redécouvrir un des joyaux, parce qu'on s'aperçoit qu'on ne vient pas souvent à l'hôtel, vu qu'on a notre lieu de résidence ici dans la région, mais de redécouvrir, c'est facile pour moi après ça d'en parler quand on l'a vu, c'est plus facile de le vendre, de l'expliquer, mais l'aspect qui est important, c'est vraiment notre collaboration qu'on est en train de développer ensemble, un plus-value pour nos membres, puis une belle vitrine pour vous. Pour moi, c'est gagnant-gagnant. C'est une excellente collaboration. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre confiance envers la Chambre de commerce. J'espère que ce partenariat va durer au travers des années. Merci beaucoup. Au niveau des animaux, on réserve le premier étage et le deuxième étage normalement, puisque les animaux ont un accès directement. On a un escalier qui donne directement avec une porte, qui a un terrain. Donc, les gens peuvent sortir leurs chiens pour les besoins. Je vous dirais qu'on a quand même une très bonne clientèle au niveau des gens qui apportent leurs animaux. On a de toutes sortes, on a des chiens, des chats aussi. En capacité, on essaie de prendre des chiens environ de 40 livres maximum, tout dépendamment. Des fois, écoutez, on y va avec la logique aussi. Si les gens, je vous donne un exemple, on a pris quelqu'un qui avait eu un sinistre pour une seule nuit. À ce moment-là, on a pris un chien qui était d'une capacité de 100 livres. Mais là, normalement, on prend vraiment des animaux d'environ une moyenne de 40 livres.
Et Madame Stéphanie, comment les nouvelles collaborations, les nouvelles alliances vont stimuler le développement économique local? Oui, bien en fait, c'est les entreprises qui nous contactent pour offrir des avantages membres. Donc ça, c'est une plus-value pour nous, la Chambre de commerce Bois-Franc-Érable, parce qu'on a déjà des avantages membres qui viennent de la Fédération, donc qui sont à la grandeur du Québec, mais là, c'est les entreprises locales qui nous offrent des avantages membres. Donc, ça permet de stimuler l'économie, puis aussi de mettre en lumière nos entreprises qui sont vraiment dans notre région. Et est-ce que peut-être les retombées économiques qui ont ce type de projet vont aider aussi les différents projets de la région? Oui, tout à fait, parce que les avantages, des fois, ça va aider les entreprises à dire, bien, je vais prendre telle action, je vais faire telle dépense, que des fois, on a peut-être un petit frein économique. Là, l'avantage va permettre, dans le fond, de stimuler encore plus les projets. Puis aussi, comme là, on est à l'hôtel Quality Inn, bien, de dire, bien, peut-être je vais inviter ma gang à venir séjourner ici, là, dans le fond, dans l'hôtel pour profiter du rabais ou des fois même de louer une suite pour faire un team building. Ça peut être de louer une salle aussi de réception pour créer un événement. Et comment les entreprises locales peuvent aussi s'inscrire, ou comment peuvent avoir l'information pour s'ajouter à ce type de projet? C'est très facile. On nous contacte à la Chambre de commerce, dans le fond, pour dire, bien, moi, j'ai un avantage membre à offrir. On prend contact, on élabore avec eux le plan d'action. Parce qu'il faut que ça soit simple autant pour l'entreprise, autant pour, dans le fond, l'entreprise qui va offrir aussi le rabais. Donc, on établit le plan d'action pour mettre ça en œuvre. Puis après ça, nous, la Chambre de commerce, on fait la promotion auprès de nos membres. Bon, et en général, Madame Stéphanie, quels sont les projets qui s'en viennent pour la région et quelles sont les attentes qu'ils peuvent avoir les différents commerçants de la région? On a beaucoup. Là, on est en train de refaire notre calendrier pour l'année qui s'en vient, donc qui va débuter en septembre. Donc, on a beaucoup de projets qui vont toucher l'économie locale, la formation également, et pour mettre en lumière encore nos entreprises. On ne peut pas divulguer tous les projets qui vont être mis en place, mais sincèrement, on a une belle mobilité de toutes les entreprises, de tous les entrepreneurs, même nos partenaires économiques, puis il y a des beaux projets qui s'en viennent. Là. On est beaucoup sur le plan d'action là, présentement. Comme on couvre les deux territoires, autant la MRC d'Arthabasca et de l'Érable, on assure encore une présence une journée semaine dans les bureaux de la MRC de l'Érable. On est très fiers d'être là présent, de rencontrer les membres, puis de couvrir les 33 municipalités là, qui se relèvent de la Chambre de commerce. Parfait. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus sur les projets, comme ces projets qui viennent avec des avantages pour les animaux, aussi pour les personnes qui ont des animaux? Est-ce que c'est aussi une façon de s'impliquer avec les animaux qui sont importants déjà pour les personnes? Oui, dans le fond, comme l'hôtel ici, le Quality Inn, offre une place pour séjourner avec les animaux. Puis c'est souvent à la recherche d'eux. Il y a même des gens qui nous contactent, qu'on ne connaît pas, qui nous contactent à la Chambre de commerce pour dire « Hey, moi, j'arrive dans votre région, j'ai un animal de compagnie, je ne peux pas le faire garder. Où est-ce que je peux aller avec mon animal? » Donc, de voir des hôtels qui offrent des places comme ça, bien, c'est intéressant. C'est pas tous les étages qui permettent les animaux, mais quelques étages ou quelques chambres. Donc ça permet, dans le fond, d'avoir un accueil encore plus, je dirais, inclusif pour notre région. Et comment les gens peuvent contacter justement pour avoir ce type d'avantages? Oui, qu'ils nous contactent à la Chambre de commerce. C'est Jordan Guzet qui s'occupe de ça à la Chambre de commerce. Ils ont simplement nous contacter, nous expliquer c'est quoi l'avantage membre qu'ils veulent offrir. On prend entente avec eux, on peut le détailler ensemble, tout ça, puis nous, c'est de faire la promotion. Donc, c'est des entreprises qui nous ont contactés pour faire cette offre-là d'avantage membre, puis on va continuer à faire, dans le fond, la promotion pour que d'autres entreprises puissent se joindre à l'offre. Et est-ce que ce type d'avantages ont quelques prix pour les entreprises? L'entreprise décide du rabais qu'il va offrir ou l'avantage membre. Donc, c'est pas nous qui imposons le taux, si je pourrais dire. C'est vraiment l'entreprise. Puis, pour offrir ce rabais-là, bien, il n'y a aucun frais à la Chambre. C'est nous qui faisons vraiment la promotion, puis c'est offert gratuitement à nos entreprises de la Chambre de commerce. Monsieur Pelletier, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Sylvana. Bon, vous êtes le nouveau directeur de Haut Rivage. On aimerait savoir un peu plus de vous, votre profil, qui est Anthony Pelletier. Bien, moi, en fait, tout simplement, à la base, j'étais entraîneur de soccer. Donc, j'ai entraîné au soccer là, vraiment pendant plusieurs années. Puis, suite à ça, vie de famille, et je vous épargne les détails. Là, donc, j'ai fait un remplacement de congé de maternité à Tourisme Centre du Québec. Puis, à la fin de mon contrat, en fait, là, j'ai finalement été
j'ai fait une entrevue, dans le fond, pour l'organisme Haut Rivage. Puis c'est depuis là, maintenant quelques semaines, même 1 mois, 2 mois à peine, que je suis maintenant directeur général. Puis j'avais fait des études en communication. Donc j'avais fait un baccalauréat en communication à l'université à Trois-Rivières. Donc sans m'en servir pendant quelques années, même si tout était un petit peu relié. Mais là, maintenant, je plonge un peu plus là-dedans. Puis... me voilà à Haut Rivage, en fait. Et pourquoi vous avez envie de travailler dans une organisation et travailler comme dans quelque chose de communautaire, non? Le domaine communautaire? Je voulais travailler dans le communautaire parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis le souci du communautaire, c'est un peu toute la même chose, c'est de se faire connaître parce que les organisations communautaires sont pas très connu. On n'est pas à l'affût de qu'est-ce qui est offert, dans le fond, au niveau communautaire. Puis moi, au niveau des communications, je sentais que je pouvais apporter quelque chose, en fait, à l'organisme ou en frais de visibilité, par exemple. Bon, et parlez-nous de Haut Rivage. Qu'est-ce que c'est Haut Rivage et quels sont les services offerts? Haut Rivage, en fait, c'est un organisme qui vient en aide aux gens qui ont des dépendances sous vraiment toutes ses formes. Donc, souvent, on pense pas qu'on a une dépendance, mais je pense que tout le monde a un peu, d'une certaine façon, une dépendance. Puis, on associe beaucoup ça aux drogues et aux alcools, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment très, très vague. On peut penser aux écrans. Combien de fois on arrive en retard au travail ou parce qu'on est sur notre téléphone. On peut penser à la nourriture. On peut penser aux dépendances aux jeux vidéo, aux jeux même, aux jeux loterie. Donc, il y a vraiment beaucoup de dépendances qui sont là. Puis, nous, on travaille avec ces gens-là pour les aider à atteindre leurs objectifs par rapport à ça. Donc, que ce soit réduire ou que ce soit arrêter complètement. Donc, c'est un peu ça notre objectif. Puis, on fait ça en faisant la promotion des saines habitudes de vie. Donc, faire du sport, bien s'alimenter, entre autres. Donc, on fait la promotion des saines habitudes de vie par rapport à ça. Puis pour les services, c'est très simple. On a des services, on a un intervenant qui est sur place, donc c'est possible de venir prendre rendez-vous, venir rencontrer l'intervenant sur place, discuter avec lui pour justement faire un plan de match pour retrouver l'équilibre dans sa vie. Ou tout simplement, sinon, on a des activités qui sont offertes à tous. Donc, les gens peuvent venir sur notre page Facebook, par exemple, peuvent voir notre programmation d'activités. Puis les activités, ce sont des activités qui sont là pour briser l'isolement, pour sortir de chez soi, venir faire autre chose, discuter avec des gens. Donc, c'est un peu tout ça l'objectif des activités. Puis, c'est un milieu de vie aussi. Donc, les gens peuvent venir juste prendre un café, discuter avec un intervenant, faire du casse-tête tranquille, tout seul, mais en dehors de la maison, mais avec nous. Et pour donner une petite idée d'une dépendance, comment on peut savoir si une personne une personne a une dépendance à quelque chose? Est-ce qu'il y a des temps limites pour le savoir? Dire non, est-ce que je dépasse toujours la limite des temps je ne sais pas, de jouer des jeux vidéo, sinon d'être à l'écran? Je pense que la première étape, c'est de se rendre compte qu'on a une dépendance. Puis pour ça, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on voit que ça vient impacter nos vies. T'sais. Comme je disais tantôt, on arrive en retard à une entrevue ou à un entretien ou à une rencontre parce qu'on était parce qu'on était sur notre écran, parce qu'on était en train de jouer aux jeux vidéo. On a de la misère à s'en délaisser. C'est aussi un bon signe. Si on arrête de manger parce qu'on veut jouer aux jeux vidéo ou on arrête de se laver ou de voir à son propre hygiène parce qu'on prend de l'alcool, de la drogue ou parce encore une fois, on est en train de faire autre chose qui pour nous satisfait au final, c'est là qu'on commence à avoir un problème, en fait. Et quel train d'âge, avec quel train d'âge vous travaillez? Nous, c'est vraiment les adultes. Donc, les adultes dans la MRC d'Arthabasca et de l'Érable, donc 18 à 65 ans, même et plus. Là, donc, 18 ans et plus, les adultes. Puis, voilà. Bon, vous venez d'arriver, M. Pelletier, mais qu'est-ce que vous voyez comme défi pour arriver plus loin?
Ben, le défi, entre autres, ben, c'est de faire parler de nos services, donc c'est de se faire connaître. Donc les gens ne savent pas nécessairement qu'on est là. Il y a d'autres organismes aussi qui travaillent sur le même genre de problème aussi avec les jeunes. Nous, on est vraiment avec les adultes, donc on a un défi de rejoindre ces adultes-là. Donc les adultes on peut pas les rejoindre sur les réseaux sociaux non plus aussi facilement que les jeunes. Donc on a quand même un défi à ce niveau-là. Puis on a un défi de transport aussi, d'une certaine façon, parce que les gens sont... Tu sais, nous, on est situé à Plessisville. Les gens qui sont plus dans je veux dire, Victoriaville, qui est un petit peu plus une grosse ville, qui veulent venir nous voir, ben des fois, c'est plus difficile au niveau du transport. Bien que certains ont des vélos, tout ça. C'est pas tout le monde qui a un auto non plus, donc c'est pas si simple. Puis ensuite, ben il y a une certaine... il y a une certaine honte, d'une certaine façon, à avoir une dépendance. Les gens ont peur de faire le premier pas puis de venir nous voir. Fait que, mais alors que c'est pas ça du tout. Je veux dire, on n'est pas là à taper sur les gens puis à leur dire non, il faut arrêter, mais on est plus là pour les aider, en fait, à faire ce premier pas-là. Donc, je pense que c'est tout l'intérêt de venir nous voir, justement, pour qu'on puisse les aider. Et par rapport au soutien financier, et comment vous faites pour donner les services? Au niveau financier, nous, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires, donc le PSOC, qui est un financement du gouvernement qui nous permet de tenir nos services. Sinon, on a on essaie d'avoir le plus possible de partenaires financiers au niveau des commandites, que ce soit des dons des particuliers ou des dons des donateurs privés aussi qui peuvent donner des sous pour soutenir notre mission, en fait. Et quelles sont les étapes, M. Pelletier? Si une personne pense qu'il y a une dépendance, la personne parle avec l'intervenant, qu'est-ce qui va passer après pour la personne? Qu'est-ce qui peut attendre la personne de ce processus? Ben, c'est pas très compliqué. En fait, on prend rendez-vous avec la personne. Ensuite, on voit qu'est-ce qui est possible de faire. C'est quoi son objectif, son souhait, en fait, à travers nous. Parce que nous, on peut aider les gens, mais il faut que les gens acceptent de se faire aider. Il faut que les gens aient des objectifs aussi à atteindre. Puis ensuite, on établit le plan qui peut être le mieux pour eux pour rétablir leur équilibre, en fait, dans leur vie, puis qu'ils puissent réussir à atteindre leur objectif. Et est-ce que vous envoyez la personne à des autres organisations? Un exemple, si la personne a une dépendance à la nourriture, comment ça marche pour une personne qui voit qui a besoin de manger tout le temps? Bien, on a des intervenants. On a un intervenant, en fait, qui est très qualifié, là, qui est très bon avec les gens. Puis, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on essaie de les aider le plus possible qu'on peut faire. On fait le plus grand bout de chemin qu'on peut faire avec eux. Puis ensuite, si on voit que ça ne fonctionne pas ou qu'on n'est peut-être pas la bonne ressource, parce que c'est souvent ça aussi qu'on peut voir, des fois, c'est qu'il y a plusieurs ressources qui existent. Donc, des fois, c'est juste d'acheminer la personne vers la bonne ressource. Donc, c'est ça qu'on fait, c'est que si on voit que ça ne fonctionne pas puis que nous, on n'a pas d'avenue, bien là, à ce moment-là, on va trouver la ressource avec elle pour qu'elle puisse régler son problème. Chaque personne, c'est différent, je comprends, mais quelles sont les recommandations, plus ou moins, pour une personne qui pense qu'il peut avoir des dépendances, mais qui peut-être a peur de parler de ça, ou qui peut-être ne sait pas comment gérer la situation? Bien, je dirais, c'est de nous appeler. Appelez-nous, lâchez un petit coup de fil. Sinon, courriel aussi, on est très, très réactif par rapport à ça. Puis, on est vraiment pas un organisme comme qui va être dans le jugement. Je veux dire, on est très ouvert d'esprit, on écoute, puis peu importe c'est quoi le problème, on est capable on est là pour écouter, en fait. Notre intervenant, c'est une grosse oreille sur deux pattes, là. Donc, c'est quelqu'un qui va écouter énormément la personne, puis après ça, on va pouvoir gérer le problème avec elle. Et pour les personnes qui veulent s'adresser au rivage cet été, est-ce que vous serez ouverte?
Oui, on est ouvert tout l'été, on est ouvert l'hiver, le printemps, l'automne. Toute Donc, l'année. on est ouvert toute l'année. Nous, on est ouvert, dans le fond, du mardi au jeudi, entre 9h30 et midi, et entre 1h30 et 16h, dans le fond, en après-midi. Le lundi, on est ouvert aussi, mais seulement pour les appels téléphoniques, en fait. Donc, le milieu de vie n'est pas ouvert, les gens ne peuvent pas rentrer, mais ils peuvent nous appeler quand même, puis prendre rendez-vous. Et pour terminer, quels sont vos objectifs par rapport au rivage pendant que vous êtes le directeur? Bien, pour l'instant, l'objectif principal, c'est vraiment de se faire connaître. C'est vraiment là-dessus qu'on planche. On veut amener des gens que le nom circule un petit peu, qu'on sache qu'est-ce qu'on fait, puis que les gens soient à l'aise de venir nous voir, en fait, puis que le plus possible de gens, on puisse aider. Parfait. Bon, merci beaucoup pour toute l'information. Merci Et à on va toi. continuer à faire le suivi pour cette organisation que c'est très important pour la MRC de l'érable. Merci à toi. Jusqu'ici notre émission d'Érable en bref. N'oublie pas que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site internet www.tvce.org. Également sur YouTube comme TVC, Télévision communautaire de l'érable. À la prochaine!